Un veuf noir ruiné a acheté une jeune fille de 19 ans qui était mise aux enchères par son père et sa mère. 20 $ pour le dernier lot de la journée. Une jeune fille de 19 ans, en bonne santé et obéissante, annonça le shérif, sa voix résonnant sur la place poussiéreuse de Lakewood Springs. Le soleil de juin tapait sans pitié tandis que les habitants observaient, certains dans un silence gêné, d'autres avec un intérêt morbide pour le spectacle grotesque qui se déroulait devant eux. Isaiah Montgomery, veuf de 42 ans et seul propriétaire foncier noir de la région, se tenait à l'écart de la foule, les poings serrés. La jeune fille sur le petit estrade improvisé gardait les yeux fixés au sol, ses cheveux ébouriffés couvrant partiellement un hématome récent sur son visage. Ses parents, un couple à l'air usé par une vie difficile, observaient la scène avec des expressions vides. 25 $, cria une voix rauque de l'autre côté. Frank Holloway, propriétaire de la taverne locale, leva la main avec un sourire qui ne cachait pas ses intentions. La jeune fille trembla visiblement. 30 $, s'écria une deuxième voix. Walter Schmidt, un fermier connu pour son tempérament violent, surtout après quelques verres. Isaiah ferma brièvement les yeux. 30 $, c'était pratiquement tout ce qui lui restait après la sécheresse qui avait dévasté sa petite plantation. C'était l'argent qu'il avait mis de côté pour acheter des semences pour la saison suivante. C'était sa dernière chance de sauver la terre qu'il avait conquise au prix de tant de sacrifices après la mort de sa femme. 50 $. La voix grave d'Isaiah coupa le murmure de la foule. Un silence absolu s'empara de la place. Des dizaines de visages blêmes se tournèrent simultanément vers lui, exprimant un choc et une indignation à peine contenus. Le père de la jeune fille plissa les yeux, la bouche déformée par un mélange de mépris et de cupidité. « Je ne livrerai pas ma fille à un 70 $, interrompit Isaiah en s'approchant du centre. En pièces d'or. Maintenant. Le shérif s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Monsieur Montgomery, je ne pense pas que... La loi dit que tout homme libre peut participer à une vente aux enchères publiques, affirma Isaiah sans détourner le regard. À moins que vous ne vouliez expliquer au juge fédéral pourquoi vous avez refusé la meilleure offre. Pour la première fois depuis le début de la vente, la jeune femme leva les yeux. Pendant un bref instant, son regard croisa celui d'Isaiah. Il n'y avait là aucun espoir, seulement de la résignation et une fatigue trop profonde pour quelqu'un d'aussi jeune. 70 $, une fois, annonça le shérif à contre-cœur. Holloway et Schmidt échangèrent un regard, mais personne ne fit d'autre offre. Vendu, déclara le shérif en frappant son petit marteau. La place explosa dans un murmure indigné. Alors qu'Isaiah s'approchait pour régler, des flashs de mémoire l'assaillirent. Sa défunte épouse Abigail humiliée sur cette même place des années auparavant, lorsqu'on avait tenté de les expulser de la ville. La tombe simple où elle reposait depuis 2 ans, victime d'une pneumonie qu'aucun médecin local n'avait voulu soigner. La solitude étouffante de sa cabane depuis lors. La jeune fille descendit de l'estrade d'un pas hésitant. De près, Isaiah pouvait voir d'autres ecchymoses plus anciennes sur ses bras. Elle gardait les yeux baissés, comme si elle avait appris à ses dépens que regarder signifiait être puni. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en gardant une distance respectueuse. « Sarah » répondit-elle dans un murmure presque inaudible. « Sarah Collins. » Isaiah acquiesça. « Je m'appelle Isaiah Montgomery. »« Je sais qui vous êtes, » répondit-elle, le surprenant. « Tout le monde le sait. » Alors qu'il s'éloignait de la place, les murmures de la foule devinrent plus audibles. « Bon sang, ils ont vendu la fille à un noir. Ça ne va pas bien se terminer. Quelqu'un devrait faire quelque chose. » Isaiah sentit le poids des regards hostiles comme des couteaux dans son dos. Sarah marchait un pas derrière lui, comme si elle avait été entraînée pour cela. En passant devant la taverne, Frank Holloway cracha par terre. 70 $, c'est cher pour quelque chose que tu ne pourras pas garder longtemps, Montgomery, le provoqua-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Isaiah ne répondit pas. Il continua à marcher vers la charrette garée à la lisière de la ville, où son vieux cheval attendait patiemment. En aidant Sarah à monter, il remarqua qu'elle tremblait, non pas de peur, mais de quelque chose de pire. L'anticipation de ce qui allait suivre, basée sur tout ce qu'elle avait déjà enduré. « Je ne te ferai pas de mal, » dit-il, assez bas pour qu'elle seule l'entende. « Tu as ma parole. » Pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. Son regard reflétait non seulement la douleur, mais aussi une étincelle que Isaiah reconnut immédiatement. La même détermination silencieuse qu'il avait maintenue en vie dans un monde qui voulait sa mort. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. Isaiah ne répondit pas immédiatement. Il démarra la charrette avant de dire « Parce que je sais ce que c'est que d'être traité comme une marchandise. » Alors que la charrette s'éloignait de la ville sous le regard hostile des habitants, personne ne remarqua le petit objet métallique que Sarah cachait dans sa chaussure usée, ni le regard qu'elle échangea brièvement avec une silhouette dans l'ombre.
Il y avait bien plus en cette jeune femme silencieuse que quiconque pouvait imaginer, quelque chose qui allait changer à jamais le destin de Lakewood Springs. Si les histoires d'injustice, de préjugés et de courage improbable vous touchent, n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment le désespoir apparent de Sarah et la compassion risquée d'Isaiah vont déclencher une révolution que personne dans cette ville n'oubliera jamais. La cabane d'Isaiah se trouvait à 6 miles de la ville, isolée entre des champs desséchés et un petit bois de chêne. Quand ils arrivèrent, le soleil s'était déjà couché, plongeant le paysage dans des ombres bleutées. Sarah observa la propriété en silence. La structure modeste mais bien entretenue, la petite grange, le puits en pierre entouré d'un jardin malmené par la sécheresse. « C'est ici, » dit Isaiah en descendant de la charrette. « Ce n'est pas grand, mais c'est à moi. Personne ne viendra vous déranger ici. » Sarah resta immobile dans la charrette, ses yeux calculant les distances, évaluant les voies de fuite comme un animal acculé. Lorsqu'elle descendit enfin, elle resta à plusieurs pas de lui. « Il y a une chambre à l'arrière, » expliqua Isaiah. « C'était celle de mon fils. Elle est verrouillée de l'intérieur. » La mention d'un fils fit froncer les sourcils de Sarah. « Votre fils. » Jacob est mort avec sa mère. « Une pneumonie, il y a 2 hivers, » répondit Isaiah, sans aucune trace d'apitoiement sur lui-même. Il avait 5 ans. À l'intérieur de la cabane, une lampe était déjà allumée sur la table centrale, signe que quelqu'un était passé récemment. Sarah remarqua ce détail et se raidit instantanément. « Attendez ici, » dit Isaiah, remarquant sa tension. Il inspecta rapidement la maison avant de se détendre. Ruth est venue. Elle a laissé de la nourriture. En entendant ce nom, Sarah réagit. Ruth Wilkins, la sage-femme? Isaiah acquiesça, surpris. Vous la connaissez? Elle a aidé ma mère une fois, répondit Sarah évasivement. La cabane était simple, mais organisée avec une précision méticuleuse. Des livres étaient alignés parfaitement sur des étagères improvisées. Une table en cèdre, noircie par le temps, mais polie jusqu'à briller. Ce n'était pas l'environnement chaotique d'un homme vaincu, mais le refuge discipliné de quelqu'un qui refusait d'abandonner. « Tu as l'intention de t'enfuir cette nuit, n'est-ce pas ?» demanda Isaiah calmement pendant le dîner. Sarah se figea, le corps tendu comme une corde de violon sur le point de rompre. « Je ne te blâme pas, » poursuivit-il. « Mais 3 hommes patrouillent dans la forêt à l'est. Ce sont des chasseurs de primes engagés par le maire après que 3 esclaves se sont échappés de la plantation Sullivan. »« Je ne suis pas une esclave, » rétorqua Sarah. « Non, tu n'es pas une esclave, » acquiesça Isaiah. « Mais essaie d'expliquer ça à ces hommes dans le noir. » Le lendemain matin, Sarah trouva la maison vide et la porte ouverte. Elle n'était pas prisonnière. À travers la fenêtre, elle vit Isaiah travailler dans le potager desséché, essayant de réanimer des plantes mourantes avec l'eau du puits. En fouillant la maison à la recherche d'argent ou d'objets de valeur, Sarah trouva quelque chose d'inattendu. Un livre de loi fédérale annoté à plusieurs endroits avec des notes méticuleuses. À côté, des lettres signées par un « professeur Williams » de l'université de Boston. Avant qu'elle n'ait pu enquêter davantage, elle entendit des sabots de chevaux approcher. 3 cavaliers entrèrent dans la propriété. Sarah reconnut Frank Holloway, accompagné de Walter Schmidt et d'un 3e homme à l'allure élégante et à l'expression calculée et amicale. Isaiah la chassa et marcha vers eux, le dos droit, le visage impassible. « Montgomery, » dit Holloway avec une cordialité feinte. « Nous sommes venus vous présenter Monsieur Davis, le nouveau juge du comté. » Le grand homme inclina la tête en signe de salut, sans le regarder dans les yeux. « Monsieur Montgomery, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Nous effectuons une inspection des propriétés, » expliqua le juge Davis, « afin de mettre à jour les registres du comté. »« Je suis à jour dans le paiement de mes impôts, » répondit Isaiah. « Comme chaque année. »« Il ne s'agit pas d'impôts, » intervint Schmidt avec un sourire malicieux. « Il s'agit de conformité. Les terres improductives peuvent être réquisitionnées pour un usage plus efficace, » précisa Davis. Sarah remarqua que la mâchoire d'Isaiah se crispa, même si son expression restait neutre. « Cette propriété est enregistrée à mon nom depuis 1869, avec tous les documents appropriés. Les temps changent, Montgomery, » rit Holloway. Les lois changent. Lorsque les hommes furent enfin partis, Sarah confronta Isaiah. « Ils veulent ta terre. »« Ils l'ont toujours voulu, » répondit-il en retournant à son travail comme si de rien n'était. « Pourquoi ? Elle est pratiquement ruinée par la sécheresse. » Isaiah hésita. « Parce qu'il y a ici quelque chose qui vaut bien plus que quelques acres de terre sèche. » Cet après-midi-là, Ruth Wilkins arriva dans sa charrette couverte. C'était une femme noire d'âge moyen, à la posture imposante et au regard perçant. Elle apportait des provisions,
des semences et des nouvelles. Le nouveau juge a visité 5 propriétés aujourd'hui, informa-t-elle en examinant les ecchymoses de Sarah. Toutes appartiennent à des Noirs ou à des immigrants. Isaiah acquiesça, comme pour confirmer ses soupçons. Et ça, dit Ruth en lui tendant une enveloppe scellée, est arrivé aujourd'hui par télégraphe. Jenkins m'a demandé de te le remettre discrètement. Pendant qu'Isaiah lisait, son expression se fit froide et déterminée. Sarah, appela-t-il. Je dois savoir exactement ce que tu as entendu lors des réunions de ton père avec le maire Marshall. Le choc sur le visage de Sarah fut momentané. Comment savez-vous cela? Parce que, intervint Ruth gentiment, vous n'êtes pas la première jeune fille que nous essayons d'aider à échapper à cette famille. C'est alors que Sarah comprit. Elle n'avait pas acheté une jeune fille lors d'une vente aux enchères cruelles par compassion fortuite. L'objet dans sa chaussure, une petite clé ornée, lui semblait soudain infiniment plus lourd. Mon père garde un livre rouge enfermé dans son bureau, révéla-t-elle enfin. Des registres de paiement, des noms, des dates. Le maire Marshall prépare quelque chose d'important. Quelque chose qui implique le juge Davis et des terres le long de la rivière. Isaiah et Ruth échangèrent un regard. C'est pour cela que votre père était prêt à vous vendre aux enchères de manière aussi publique? Sarah acquiesça, la première larme coulant enfin. J'en ai trop entendu. J'en ai trop vu. Dans la ville, les rumeurs allaient bon train. Sur le noir qui avait osé acheter une fille blanche, sur les visites nocturnes suspectes à sa propriété, sur la proximité de la ligne de chemin de fer qui relierait le comté aux mines récemment découvertes. Personne ne remarqua le petit livre rouge qui avait disparu de la maison de M. Collins, ni les messages codés envoyés par télégraphe tard dans la nuit. Ce que les puissants de Lakewood Springs ignoraient, c'est que parfois, ceux que l'on considère comme invisibles sont ceux qui voient le mieux, et que la véritable révolution ne commence pas par des cris, mais par des murmures dans l'ombre et des plans tissés par des mains qui n'ont rien à perdre, seulement un avenir à revendiquer. 4 jours après la visite du juge Davis, une tempête inattendue s'abattit sur Lakewood Springs. Personne ne remarqua la petite silhouette qui se déplaçait à l'arrière de la mairie pendant le chaos, une cape sombre la protégeant des regards indiscrets. Sarah Collins, que tout le monde croyait confinée comme propriété d'Isaiah Montgomery, s'infiltrait au cœur du pouvoir local. La clé dans sa chaussure, volée dans le bureau de son père quelques semaines auparavant, trouvait enfin son utilité dans le bureau du maire. Pendant ce temps, Isaiah entrait dans le bureau du télégraphe complètement trempé. Jenkins, l'opérateur qui avait une sympathie secrète pour les marginaux, se contenta de hocher la tête. « La ligne est ouverte pour Boston », dit-il à voix basse, laissant Isaiah seul avec l'appareil. Le lendemain matin, le soleil brillait impitoyablement. Le maire Marshall, le juge Davis et 3 riches fermiers se réunissaient à la taverne Holloway, visiblement tendus. « Comment ça, disparu ?» siffla le maire, pâle comme un linge. « Les documents ne disparaissent pas tout seuls. »« Le bureau était fermé à clé, » répondit le juge en tirant nerveusement sur sa cravate. « Personne d'autre que vous n'a la clé. » Frank Holloway servit une autre tournée de whisky. « Et le noir? Montgomery? J'ai toujours su que ce type allait nous causer des ennuis. »« Impossible, » rejeta Marshall. Il ne serait jamais entré dans la mairie sans se faire remarquer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, 6 copies des documents volés étaient affichées à l'entrée de l'église, du marché et de la mairie. Ruth Wilkins, avec le calme de quelqu'un qui accomplit simplement ses tâches quotidiennes, collait les papiers qui révélaient le complot. Un plan visant à exproprier des terres stratégiques avant l'annonce officielle de la construction du chemin de fer. Lorsque les cloches de l'église sonnèrent 10 heures, un train spécial arriva à la petite gare. 3 hommes en costumes impeccables en descendirent. Un représentant de la compagnie ferroviaire continentale, un fonctionnaire fédéral du département des terres et un journaliste du Boston Globe. Ils furent accueillis par Isaiah, qui les conduisit dans la rue principale, où une foule s'était déjà rassemblée devant les tracts. Le brouhaha grandissait à mesure que les citoyens découvraient l'ampleur de la corruption documentée dans le livre rouge de Collins. « C'est un faux !» cria le maire Marshall en surgissant à la porte de la taverne. « Des mensonges inventés de toutes pièces. »« Y compris votre signature sur chaque page, monsieur le maire ?» demanda poliment le représentant fédéral. « Ou peut-être que la carte détaillant comment vous aviez l'intention de détourner le tracé original du chemin de fer pour profiter de terres acquises illégalement est-elle également falsifiée ?» Walter Schmidt tenta de s'échapper par l'arrière, mais le shérif lui barra le chemin. « Vous étiez au courant ?» demanda Schmidt, incrédule. « Pas tout, » répondit le shérif, mais suffisamment pour ne pas empêcher ce qui est en train de se passer. La foule grossissait. Des visages qui auraient normalement détourné le regard d'Isaiah le fixaient, maintenant avec un mélange de choc et de respect réticent. Mais la véritable surprise vint lorsque Sarah émergea de l'église,
accompagnée du révérend Thornton. Cette jeune femme, annonça le révérend, au péril de sa vie, a fourni des preuves cruciales de crimes qui touchent chaque citoyen de cette ville. Sarah se tenait droite, les yeux rivés sur son père qui venait d'arriver et qui la regardait avec colère. « Vous » grogna Collins en s'avançant vers elle. « Je ne ferai pas ça » intervint l'agent fédéral. « Votre fille nous a déjà fourni suffisamment de détails sur la façon dont vous et le maire avez falsifié les titres de propriété d'au moins cette famille au cours des 2 dernières années. » Un télégramme fut remis publiquement au juge Davis. Le barreau du Massachusetts souhaite vivement découvrir comment un homme expulsé pour fraude judiciaire peut aujourd'hui occuper la fonction de juge dans un autre État, fit remarquer le journaliste. Vous ne pouvez pas faire ça, siffla le maire en regardant frénétiquement autour de lui. Cette ville m'appartient. Appartenait, corrigea le représentant de la compagnie ferroviaire. La Continental Company est particulièrement intéressée par la découverte de la fuite prématurée de nos plans confidentiels. Le chaos qui s'ensuivit fut méticuleusement documenté. La tentative d'évasion avortée du maire, la confession désespérée de Holloway, les pleurs de colère de Collins lorsque les agents confisquèrent le livre rouge dans sa maison. Le moment le plus extraordinaire fut celui où Sarah affronta publiquement son père. « Vous m'avez vendu », déclara-t-elle sans trembler, « comme si j'étais moins qu'humaine. Comme vous avez vendu la dignité de cette ville. » Collins, acculé, révéla toute l'étendue de sa cruauté. « Que espérais-tu ? Ta mère s'est enfuie parce qu'elle ne supportait pas de te regarder. Souvenir vivant de notre erreur. Tu n'as jamais valu l'air que tu respires. » Le silence qui suivit fut rompu par la voix calme d'Isaiah. « Chaque personne sur cette place vaut exactement la même chose, Monsieur Collins. C'est la vérité que vous avez essayé d'enterrer. La dignité humaine n'a pas de prix. » Alors que les conspirateurs étaient emmenés en garde à vue, la foule ne cessait de grossir. Certaines personnes réclamaient justice immédiate. D'autres, y compris certaines qui auraient auparavant méprisé Isaiah, cherchaient désormais à s'associer à cette victoire morale. Peu de gens remarquèrent la conversation discrète entre le représentant de la compagnie ferroviaire et Isaiah, ni la façon dont l'agent fédéral examinait attentivement les documents de propriété du terrain de Montgomery. Personne ne remarqua le regard échangé entre Ruth et Sarah lorsque le journaliste leur demanda de les interviewer. La ville avait été secouée jusqu'à ses fondations, mais une question restait en suspens, murmurée dans les coins de la place alors que la foule se dispersait. Comment un homme noir et une jeune femme vendus avaient-ils réussi non seulement à survivre, mais aussi à vaincre les puissants qui contrôlaient chaque aspect de cette société? La réponse était gravée dans les documents exposés, dans les lettres échangées avec Boston et dans le plan qui avait commencé bien avant la vente aux enchères, un plan dont les graines avaient été semées des années auparavant, lorsqu'un professeur d'université avait rencontré un ancien esclave déterminé à changer le monde, une lettre à la fois. 6 mois après le jour qui a changé Lakewood Springs à jamais, le soleil se levait sur une ville transformée. La gare ferroviaire, qui n'était auparavant qu'un projet utilisé à des fins de manipulation, s'élevait désormais, réelle et imposante, à la limite de la propriété d'Isaiah Montgomery. Son terrain, loin d'être confisqué, était devenu le centre de la nouvelle route commerciale, une décision prise par la compagnie Continental après avoir découvert que le tracé initial proposé par le maire Marshall traverserait des terrains instables. La modeste cabane d'Isaiah partageait désormais l'espace avec une école. Ce qui avait commencé comme des cours improvisés pour 3 enfants noirs rejetés par le système éducatif de la ville s'était rapidement transformé en une institution qui attirait les familles des communautés voisines. Sarah Collins, ou plutôt Sarah Montgomery, comme on l'appelait désormais après un mariage simple célébré par le révérend Thornton, dirigeait les cours avec la même détermination silencieuse qui avait renversé un empire de corruption. « Je n'aurais jamais imaginé que je serais enseignante », avait-elle déclaré un après-midi en observant les 20 élèves, noirs, blancs et immigrés, sous le grand arbre qui leur servait de salle de classe les jours de grande chaleur. J'ai toujours été la fille qui osait à peine lever les yeux quand on lui parlait. Isaiah, qui construisait de nouvelles tables pour la salle principale, sourit. J'ai toujours su que tu avais du feu en toi. Tu avais juste besoin d'air pour respirer. L'ancien maire Marshall purgeait une peine à la prison d'État, condamné pour fraude et extorsion. Le juge Davis, démasqué, s'était enfui au milieu de la nuit, mais selon certaines rumeurs, il avait été arrêté à Chicago sous un faux nom. Frank Holloway avait perdu sa taverne au profit de ses créanciers et travaillait désormais comme docker sur un fleuve lointain. Quant au père de Sarah, Collins, l'humiliation publique l'avait conduit à un déclin qui avait fait de lui l'ombre de l'homme autrefois redouté. Il vivait désormais de faveur, une figure pathétique que tout le monde évitait. « Nous avons reçu une réponse de Benson », annonça Ruth Wilkins lors du dîner hebdomadaire qui réunissait le noyau dur chargé de transformer la ville. Jenkins, l'opérateur du télégraphe, et le shérif Jensen, qui avait finalement trouvé le courage de se ranger du bon côté de l'histoire, complétaient le groupe. Benson.
Le professeur de l'université de Boston qui, des années auparavant, avait reconnu le génie juridique d'un ancien esclave autodidacte qui cherchait à comprendre ses droits. Le même qui avait suggéré à Isaiah d'acheter ce terrain apparemment sans valeur, des décennies avant que le chemin de fer ne devienne une réalité. Il accepte notre proposition d'étendre le projet éducatif, poursuivit Ruth. 15 bourses d'études pour les jeunes d'ici. 15 vies transformées, murmura Sarah, sa main effleurant inconsciemment la petite cicatrice sur son poignet, souvenir d'une vie antérieure qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Le lendemain, lorsque le premier train commercial s'arrêta officiellement à la gare de Lakewood Springs, une petite cérémonie eut lieu. Le nouveau maire, un honnête commerçant élu à la suite d'élections spéciales, prononça quelques mots sur le progrès et le renouveau. Mais tous les regards étaient tournés vers le couple Montgomery, discrètement placé sur le côté. « C'est grâce à vous », murmura une vieille dame à Sarah. La même dame qui, depuis des mois, détournait le regard lorsqu'elle la voyait dans la rue. « Mon fils a trouvé un emploi à la gare. Il n'aurait jamais accepté un garçon comme lui auparavant. » Son fils, un jeune homme avec une jambe plus courte que l'autre, lui faisait joyeusement signe de l'autre côté du quai, vêtu fièrement de l'uniforme de la compagnie ferroviaire. « Nous n'avons pas fait cela tout seuls, » répondit Sarah en souriant sincèrement. « C'est ce qu'ils ne comprennent pas à propos de la justice, » expliqua Isaiah plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux sous le ciel orange du crépuscule. « Il ne s'agit pas seulement de punir les coupables. Il s'agit de construire quelque chose de mieux sur les ruines. » Sarah s'arrêta, regardant la ville qui s'étendait en contrebas, les lumières commençant à s'allumer dans les fenêtres. « Quand j'étais sur cette estrade, vendue comme un animal, je ne voulais que vengeance, avoua-t-elle. Je voulais que tout le monde souffre comme j'avais souffert. » Isaiah acquiesça, comprenant. « Et maintenant ? Maintenant, je comprends que la véritable liberté ne consiste pas seulement à briser des chaînes. C'est construire une table où tout le monde peut s'asseoir. » Elle regarda l'homme qui avait tout risqué pour elle, non par pitié, mais par principe. Ils ont essayé de nous convaincre que nous ne valions rien, que je n'étais qu'une marchandise et que vous n'étiez qu'un intrus sur cette terre. Et nous avons fini par prouver que notre valeur n'était pas à vendre, ajouta Isaiah. À l'horizon, les tours de la nouvelle gare ferroviaire se détachaient sur le ciel flamboyant, symbole d'une économie qui profitait désormais à tous, et pas seulement aux puissants. Dans les salles de classe, des cartes et des livres promettaient un avenir inimaginable quelques mois auparavant. Et à la mairie, où se tramaient autrefois des plans d'exploitation, un conseil diversifié se réunissait désormais chaque semaine pour discuter des améliorations à apporter à la communauté. Aucun des deux n'aurait pu prévoir comment cet acte désespéré sur une place poussiéreuse, un homme noir achetant une jeune fille mise aux enchères, allait devenir l'étincelle qui mettrait le feu non seulement à la corruption établie, mais aussi allumerait une lumière qui illuminait désormais des centaines de vies. La véritable révolution, disait Isaiah à ses élèves, ce n'est pas de démolir des murs, mais de construire des ponts là où il n'y avait auparavant que des gouffres. Dans une société fondée sur les divisions, Isaiah et Sarah avaient prouvé que la véritable dignité humaine transcende la race, la classe sociale et les circonstances, que lorsque des personnes considérées comme inférieures refusent d'accepter les limites imposées par d'autres, des mondes entiers peuvent être transformés. Ils ont essayé de nous briser, disait Sarah aux nouveaux élèves le premier jour de classe, mais ils ont oublié que parfois, les choses brisées reflètent la lumière d'une manière que les choses entières ne pourraient jamais faire. Si les histoires de transformation sociale, de courage face à l'injustice et de triomphe de l'esprit humain sur les systèmes oppressifs vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent une vérité éternelle. La valeur d'une personne ne se définit jamais par ce que les autres sont prêts à payer pour elle, mais par ce qu'elle est prête à donner pour ses convictions.